déjà pour l'invitation et merci pour cette tribune pour pouvoir s'exprimer un petit peu justement sur ce qui me passionne, oui, l'état mental du vendeur, l'état mental de toute personne qui veut atteindre ses objectifs. Alors moi, je suis consultante, pour faire simple, en gestion de temps et en productivité, puisqu'on va dire que c'est le plus grand mal du siècle, c'est que les gens n'ont pas le temps de faire tout ce qu'ils ont envie de faire et puis à cause de la mauvaise gestion de temps personnel, ben, finalement on n'arrive pas du tout à faire ses projets et donc ben, par de cause à effet, ben, on n'arrive jamais à atteindre ses objectifs parce qu'on n'a jamais le temps de s'organiser. Voilà un petit peu. Très bien. Alors, comme je l'ai déjà dit auparavant, ce journal est dédié à la fonction commerciale. Ça veut dire qu'on essaie d'aborder cette fonction qui nous passionne tellement que nous Ouais, trouvons que c'est une fonction très importante, une fonction exact. clé pour toute l'entreprise. Mais finalement, comme tu vas bien le dire, Soleil, que dans le mindset d'une entreprise, ou ceux qui travaillent dans une organisation, quelle que soit cette organisation, du moment qu'elle est en train de vendre des services ou des produits ou peu importe, Exact. la fonction commerciale, tout le monde doit avoir plus ou moins l'attitude du commercial, parce que finalement, c'est les clients qui vont. Exact. Maintenant, on commence quand même à s'intéresser à cette fonction de près, voir un peu sa composition, voir aussi les profils des gens qui peuvent assurer ce métier qui est très difficile, qui demande un effort psychologique, un effort, parce que tu es tout le temps en train de, on va dire, de négocier avec des individus. Tu es un individu avec d'autres individus, donc automatiquement ça devient complexe, ça devient stressant, ça devient. Donc je compte sur toi, Soraya, On va pour nous dire essayer. davantage sur cette psychologie. Comment on peut avoir cette niaque, comment on peut supporter à la langue les rejets, les objections, etc. Ah, Enfin, nous avons plein de problèmes exact. commerciaux, parce que alors, Tout à fait. tu envoies des devis, des négociations, des renégociations, etc. Oh là Alors, là. ce vendeur-là, il ne doit pas être vraiment un héros de guerre, c'est pas un psychologue quelque part. Exactement. Tout à fait. Je commence. Oui, vas-y. Alors on va prendre un C'est une petit, question que je t'ai posée. ouais, on va prendre un petit fil conducteur. On va déjà commencer par la première chose qui empêche d'avancer, c'est la croyance qu'il faut souffrir et qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir un résultat. Déjà ça, c'est une croyance qui est vieille comme le monde, qu'il faut travailler dur pour avoir des résultats, qu'il faut faire énormément de choses pour atteindre des objectifs. Donc déjà ça, il faut déjà la détruire cette pensée. Par contre, vous allez me dire, s'il ne faut pas travailler dur, il faut faire quoi? Bah, au lieu de travailler dur, ou beaucoup, il faut travailler intelligemment ou faire les choses justes. Et donc là, c'est complètement différent. C'est comme si, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de lancer des fléchettes, mais qui lance, jusqu'à ce qu'il arrive à toucher le centre, justement, qui arrive à atteindre son objectif. Celui-là, il va beaucoup souffrir, il va beaucoup se fatiguer. Plus il fait de l'effort, moins il a de chance d'atteindre son objectif. D'accord? Par contre, il y a l'autre personne qui va décider de se former ou d'apprendre ou de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour viser juste. Et donc là, je vais reprendre une phrase d'un Américain, un ancien président dont je ne me rappelle plus le nom, qui disait « Si on me donnait 6 heures pour scier un arbre, je prendrais 4 heures pour préparer ma scie. » Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a des résultats et quelqu'un qui n'a pas de résultats. Celui qui n'a pas des résultats ne réfléchit pas beaucoup, est toujours dans l'action, et celui qui a des résultats prend beaucoup de temps à réfléchir, à préparer, à analyser, ou en tout cas à comprendre où est-ce qu'il est, avec qui il est, et qu'est-ce qu'il faudrait faire au mieux. C'est un petit peu comme ce nageur olympique qui se prépare pendant 4 ans pour nager 2 minutes. C'est vraiment la même chose. Donc, pour résumer cette première réponse, c'est la préparation. D'accord? Quelle est votre préparation pour pouvoir espérer avoir un résultat? Déjà, on dit la préparation à 90% de la réussite. Parce que la Exactement, voilà. préparation est exactement, on va dire, C'est tout en à fait. plus de confiance en soi. À plus de confiance en soi, à plus de réussite. Mais là, quand même, quelle que soit cette préparation, on a beau à se préparer, parce que parfois on ne trouve pas le temps. Je sais très bien que tu es consultante en gestion de temps aussi, parce que la bonne gestion, l'optimisation, c'est aussi un élément très important, parce que on rencontre ça aussi avec les commerciaux qu'on forme, qu'on accompagne. Ils ne trouvent jamais, enfin, c'est difficile pour lui d'être en rendez-vous, en même temps préparer la documentation, le reporting, etc. Gérer tout ça. Donc,
je pense que c'est un ensemble. Ça veut dire la gestion Oui, du tout temps, à fait. la préparation, et aussi le mental. Bah, Commercial, un commercial qui n'est pas enthousiaste exact. ne peut pas l'être. Tout à fait. Mais en fait, C'est vraiment psychologique. Tout à fait. En fait, Comment garder cet enthousiasme en fait? Alors l'état mental et la confiance, parce que c'est quand même une histoire de confiance. Au final, si on regarde ceux qui réussissent encore une fois et ceux qui ne réussissent pas, eh ben on trouvera comme élément complètement différenciateur qui est la confiance en soi. Donc, si on parle d'état mental et de confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert ou qui s'achète ou qui s'offre comme ça. Par contre, c'est le résultat de quelque chose. Donc, la deuxième question que j'ai envie de poser à ce commercial qui n'avance pas, c'est est-ce que tu as envie de t'arrêter quelques instants et se dire tiens, je vais apprendre quelques techniques, quelques astuces et surtout les pièges, d'accord? Pour pouvoir après avoir un taux de conversion ou un taux de réussite, je sais pas moi, de 80%, ou bien je préfère un petit peu me mentir et me lever tous les matins et faire de la prospection de 8h à 19h pour me faire croire que je bosse. L'idée, c'est que l'action ne vaut rien sans 90%, comme on a dit, de préparation. D'accord? Donc, je vous donne un exemple très simple que j'ai eu avec un de mes clients il y a même pas une semaine. On a une personne qui vient et qui nous promet un très gros marché. Déjà, voilà, il y a quelques astuces qu'il faut qu'on peut reconnaître un faux acheteur, quelqu'un qui n'achètera pas. C'est quelqu'un qui vous vante beaucoup de choses, qui vous dit, voilà, moi, la ville de Casal m'appartient, Bruxelles, je vous la porte, Marrakech, c'est mon terrain de jeu. Déjà, les fausses promesses qui sont un peu trop grandes. Quand quelqu'un peut m'apporter 3-4 villes sur un plateau comme marché, je lui dis, qu'est-ce que vous faites encore là? Voilà. Donc ici, l'astuce, c'était quoi? C'était qu'en fait, cette personne était en train de nous vendre un truc tellement gros, d'accord? Qu'en fait, on a décidé, moi, avec le client avec qui je travaille, d'un commun accord, celui-là, on ne le relance pas. On sait qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien de concret, mais ça, encore une fois, c'est un métier, c'est une expertise qui nous permet, quand j'ai 10 clients par jour, je sais sur les 10, les 2 qui risquent de m'apporter réellement quelque chose. Parce qu'il y a une expertise derrière qui fait qu'on peut, on va dire, observer la personne qu'on a en face de nous. Le client, c'est une personne. Et c'est un petit peu cet œil vif, cette intuition, moi je parle beaucoup d'intuition sur mon Instagram, qui fait la différence. Ça veut dire, vous imaginez le luxe qu'on s'est offert aujourd'hui quand quelqu'un vous dit, moi je vous apporte un marché de 10 millions de dirhams, mais comme ça, et nous on s'est dit, non, celui-là on va pas le relancer. Voilà, là on vient de récupérer énormément de temps, parce qu'il y a cette préparation et ce regard. Effectivement, alors on le dit tout le temps, parce que le commercial c'est un métier qui m'a, comme on dit, du moment qu'il est dirigé par objectif, il y a une certaine autonomie aussi, donc il est un peu complexe. Donc, tout à fait. 90%, moi je le dis tout le temps, c'est 90% de la compétence, de l'efficacité, de la performance d'un commercial dépend de ses qualités humaines et relationnelles. Voilà. Alors, donc, en tant que cabinet, vous savez très bien, les formations, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Juste on réfléchit ensemble. Parce que, bon, côté technique, il y a plusieurs techniques, mais quand la vente, à la base, est un truc qui est psychologique, donc, là on le dit, psychologique, parce que tout à fait. On peut acheter plus cher juste en ayant confiance. Exactement. Là, vous revenez à l'élément qui est la confiance. Donc, au final, moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par se dire quels sont les facteurs qui garantissent l'échec d'un vendeur, mais qui vous garantissent... L'assertivité. Cette assertivité chez un commercial, avec ses qualités humaines et relationnelles, comment il peut s'installer? Mais alors... Pardon, excusez-moi. Donc, je vais aller sur le troisième piège du vendeur. Donc, celui qui croit qu'il faut souffrir pour avoir des résultats. La deuxième qui croit qu'il faut beaucoup prospecter pour avoir des bons acheteurs. Et la troisième, c'est ce stress, cette peur, cette obligation d'avoir un résultat. D'accord? Donc, quand quelqu'un veut absolument vous vendre, vous êtes sûr qu'il ne vendra pas. Et donc ça vient d'où? Ça vient un petit peu du commercial qui, le pauvre, a ce stress, qui est psychologique, hein, ça change rien au niveau du travail. Et puis le stress qui vient du patron. D'accord? On peut atteindre les mêmes objectifs, mais de façon beaucoup plus simple, beaucoup moins compliquée. Donc, quand est-ce qu'on n'achète pas? Quand on sent que la personne est stressée,
Quand on sent que la personne elle est fatiguée, qu'elle est crevée, que je suis son 10e client, et quand on sent que si elle me vend pas, sa carrière est finie. Donc j'ai l'impression en fait que si je lui achète pas ce produit, en fait, il va pas avoir sa prime ou sa commission. J'ai envie de récupérer ma liberté, je n'achèterai pas ce produit parce que je veux rester maître de moi en tant que client. Donc dès que je sens un petit soupçon de forcing, le client fait marche arrière. Et ça s'explique dans 99% des cas où il y a trop de relance, trop d'informations, trop de gentillesse, trop d'enthousiasme. Voilà, c'est trop, justement. Oups là, pardon. Et donc là, ça c'est ce qui explique qu'on n'a pas de résultat. Donc moi, je pense que c'est plus important que les gens comprennent ce qu'il ne faut pas faire d'abord, avant de voir ce qu'il faut faire. Alors, du moment que notre audience, comme j'ai dit au départ, nous essayons en fait, nous sommes ouverts à tout le monde, on va dire, et les entrepreneurs, et les commerciaux. Tout à fait. Donc, par exemple, un entrepreneur, quelqu'un qui vient comme maintenant nous sommes en plein, on va dire, dynamique, en pleine crise. On essaie de pousser les gens à entreprendre aussi. Alors, comme je t'avais dit la dernière fois, c'est que y a une constatation quelque part. D'ailleurs, c'est pas pour quand même confirmer l'importance de ce métier qui est la vente, ou l'importance de vendre pour une entreprise. C'est que, alors, il y a des entreprises qui déposaient bilan, 8000 entreprises qui déposaient bilan chaque année. Oui. D'accord? C'est des fermetures, etc. Donc, avant Covid, la crise. Et le Covid est venu compléter ces crises, ces faillites. Alors, ces entreprises-là, c'était aussi des jeunes entreprises, des entreprises qui venaient de démarrer aussi. Tout à fait. Donc, on n'a jamais su pourquoi exactement. Pourquoi les ont d'ailleurs mené une étude pour savoir pourquoi ces entreprises ferment. Mais vu, on va dire sur le terrain, comme je côtoie un peu, c'est l'humain, hein. C'est mon domaine quelque part, de côtoyer un peu les entrepreneurs, etc. Mais on remarque, oui, le problème, il y a le recouvrement, on va dire, ou il y a des gens qui ne sont pas payés, etc. Mais la majorité, je pense, qu'ils n'arrivaient pas à vendre, à être compétitifs. Parce que tout simplement, dans son mindset, celui qui a lancé le projet Alain, était concentré beaucoup plus sur son produit, comme si c'était une merveille. Exactement. Qui allait se vendre seul. Une fois, moi, je lance ce produit, ça y est, tout le monde va. Le lendemain, je vais avoir 100 clients sans demande, 200 demandes. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas préparé ce métier, même on va dire, psychologiquement parlant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Sophia? Sans rien. Cette constatation. Alors, c'est pas grave. La constatation, encore une fois, qui... C'est pas grave. Pardon, Sophia. Non, il n'y a pas de souci. C'était... ça m'a laissé en fait quelques secondes pour réfléchir. C'est une vieille technique de communication, ça. Ça marche. Donc, en fait, je ne serais pas étonnée du grand taux de faillite parce qu'on va revenir sur les 3 points que je viens de dire. Alors, ceux qui me connaissent ou qui me suivent un petit peu savent que je donne souvent les mêmes réponses. Parce qu'il n'y a pas 10 000 réponses, c'est toujours la même. Est-ce que vous avez bien pris le temps de vous préparer? Est-ce que vous avez pris le temps d'avoir confiance en vous? Et est-ce que vous êtes prêt à ne pas être pressé de vendre? D'accord? C'est horrible de dire ça pour un commercial, mais le secret de celui qui vend, c'est celui qui n'est pas pressé de vendre. D'accord? Ensuite, on a ce 4e stress, et là je vais peut-être en choquer plus d'un, ce 4e stress du paiement et du recouvrement. Alors, quand on démarre son projet, il y a une décision à prendre. Est-ce que je décide de vendre et tant pis pour le paiement, je m'amuserai à faire du recouvrement après, et je m'amuserai à payer quelqu'un à faire du recouvrement ou à souffrir, parce que là c'est de la vraie souffrance, et à gaspiller toute mon énergie à récupérer mon argent, ou est-ce que j'investis une certaine période, d'accord, pour les plus courageux, j'investis une certaine période où j'apprends à avoir confiance en moi, et là je peux vous dire que tout est réglé. Parce que j'arrive à un stade où je ne fais pas de recouvrement. Pourquoi? Parce que je travaille si vous me payez avant. Et si vous ne voulez pas me payer avant, mais c'est pas grave. Mais je ne bosse pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de cette énergie où je vais m'inquiéter de mon paiement. Je vais pouvoir la garder pour pouvoir mieux me préparer. En fait, c'est un petit peu... je rigole parfois, je dis je fais de la fiscalité énergétique. Il faut savoir où est-ce qu'on met son énergie. Est-ce que je veux la garder à encore mieux me préparer pour donner envie à de nouveaux clients d'acheter, ou est-ce que je vais la gaspiller vite à donner un produit sans être payé, qui va créer un stress, qui va me créer une frustration parce que je manque encore plus d'argent. Et même quand je vends un nouveau client, j'ai toujours cette énergie, cette partie de mon cerveau qui est occupée avec le recouvrement. D'accord? Et ça, je l'ai appris moi principalement avec les Asiatiques. Donc,
j'ai travaillé avec des Chinois et avec des Coréens et on voit comment ils sont ancrés. C'est-à-dire, j'ai un bon produit, moi je suis prête, moi je suis une personne de qualité et mon produit est de qualité. Je reste dans ma boutique et j'attends que les gens qui veulent venir acheter mon produit le payent. Par contre, je vais travailler sur d'autres choses. La confiance en soi. Je renseigne sur mon produit de façon illimitée. Je peux le faire goûter gratuitement. D'accord? Je préfère vous offrir une formation gratuite et vous dire, vous décidez quand vous voulez de venir acheter chez moi, plutôt que de vous dire, prenez un 3 jours ou un 4 jours et payez-moi, mais payez-moi un jour, peut-être. D'accord? Donc là, on va parler de neurosciences. Faut que le vendeur doit être clair dans sa tête. D'accord? Il veut quoi? Est-ce qu'il veut gagner, est-ce qu'il veut vendre ou est-ce qu'il veut gagner de l'argent? C'est pas la même chose. D'accord? C'est pas son objectif. Tout à fait. Et là, on va vraiment parler. Pardon? Ce que tu es en train de dire, Soraya, c'est techniquement parlant. D'ailleurs, là, on accompagne nos clients, nous conseillons en fait de mettre en place ce qu'on appelle une politique commerciale. Exactement. Une politique commerciale, selon tes études, selon la cible d'IEC, etc. Est-ce que je vais me payer, est-ce que je vais faire le prix? Alors, est-ce que je vais me faire payer 50% à l'avance, 30%, etc. Est-ce que j'exigerai ça? Comment je veux être payé? Par chèque, par Exactement. livraison, quand est-ce que je vais les faire? Donc, tout ça, ça doit être défini. Exactement. Avoir une politique qui doit être mise en place. Entre-temps, j'ai le plaisir je suis en train de voir Sinafé et Sabrine, c'est des amis aussi. Alors, bonsoir, Sinafé, c'est un docteur, il va se présenter tout à l'heure. Sabrine, c'est une entrepreneuse aussi. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, je vais vous donner la parole si vous avez envie de réagir par rapport à ce que dit Soraya. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, même en privé. Vous pourrez prendre la parole tout à l'heure. Alors, Soraya, donc c'est ça. Donc, cette politique doit être définie. Mais maintenant, je voudrais bien qu'on se concentre sur la psychologie, psychologiquement parlant. Alors, quand on est commercial, nous avons des objectifs à atteindre. Un entrepreneur qui doit développer son entreprise, un gérant ou la manager qui doit gérer ses équipes. D'accord. Psychologiquement parlant, je vais dire les traits, je vais dire les critères. Alors, on peut se préparer psychologiquement pour aussi installer, comme pour bien vendre. Tu aimes bien le dire, l'énergie positive. Quand on dit énergie, en fait, c'est aussi, on peut parler, pour pas parler d'énergie qui fait un peu fuir parfois certaines personnes, c'est juste la fatigue, on peut parler d'effort, voilà. Je vais plutôt dire l'effort. Vous décidez où est-ce que vous mettez votre énergie, ça veut dire que vous devez décider où est-ce que vous allez mettre vos efforts, d'accord? Je vais préférer, moi, faire un live pour me faire connaître plutôt que d'aller imprimer des flyers et d'aller commencer à toquer aux entreprises. C'est un choix. Mais je préfère faire 10 lives que de téléphoner à une entreprise. Alors téléphoner, ça ne me parle pas du tout. Même si j'ai le Big Five du Maroc qui risque d'être mon client. Alors téléphoner pour prospecter, peut-être ça ne va pas avec ma personne, ben je dois le respecter et l'accepter. Me dire mais dans quoi je m'éclate? Et la chose qui m'éclate va m'aider à vendre. Par contre, je vais toucher un point que très peu de monde parle, c'est que la raison numéro 1, je dis numéro 1 et je m'autorise à le dire, la raison numéro 1 d'un manque de résultats ou de rentabilité chez un vendeur ou un entrepreneur, eh ben, ce sont ses problèmes personnels. C'est-à-dire que quelqu'un, alors vous allez me dire que je vais chercher loin, mais moi c'est ce que je travaille avec les gens, quelqu'un qui ne règle pas... Alors quelqu'un qui ne règle pas... Voilà, quelqu'un qui ne règle pas... Non, quelqu'un qui ne règle pas ses problèmes familiaux, ses problèmes personnels, ses problèmes de dette, ses problèmes juridiques, ce qui ne les règle pas, en fait, c'est de l'effort qui est oublié quelque part. C'est laissé quelque part, d'accord? J'ai un dossier juridique, j'ai une dette, j'ai une dispute, je suis pas bien. Parfois, c'est être en dispute avec ses enfants, avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Tout ça, c'est non négociable. C'est pas moi qui le dis, c'est de la science. Les neurosciences nous ont dit qu'à un moment donné, notre cerveau, c'est quoi? C'est un coffre-fort, enfin c'est un coffre plutôt de voiture, d'accord? Et au final, il y a des casiers. Et on a 10 casiers, par exemple, d'accord? On a 10 casiers qui doivent être vides pour pouvoir être dans son plein potentiel. Et là, il n'y a pas de chance, c'est que vous avez un casier qui est rempli parce que vos problèmes familiaux ne sont pas réglés, un autre parce que vous avez des problèmes juridiques que vous laissez traîner, un autre parce que vous n'êtes pas clair avec certains amis à qui vous devez de l'argent. Donc sur les 10 casiers, vous en reste un. Moi, j'ai envie de vous dire, comment voulez-vous que votre voiture roule? Comment voulez-vous qu'elle avance?
D'accord? Quand on arrive le pied lourd le matin au travail. Moi, j'ai été professeur même de cours de langue. Je donnais des cours de français à des entrepreneurs qui voulaient être à l'aise en langue française ou en langue anglaise. Imaginez quelqu'un qui vient chez moi prendre des cours d'anglais et je lui dis, bon, on va commencer par régler. Je lui donne des exercices et on fait des listes sur tous ces problèmes familiaux. Mets-moi tes dettes, mets-moi ceci. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, bah, ta tête, tu veux que je mette de l'anglais dedans ou du français ou de la gestion du temps? Mais il me faut de la place. Faut d'abord libérer de l'espace pour qu'on puisse mettre ce nouveau savoir. D'accord? Et quand je dis nouveau savoir, je parle aussi d'idées. Comment est-ce que ma tête peut tourner pour dégager de nouvelles idées si elle est remplie? En fait, il faut que ça tourne. D'accord? Donc c'est un peu, ici, je donnerai l'exemple de la machine à laver. S'il y a trop de linge, il y a trop de problèmes, ça ne peut pas tourner, ça ne lavera pas. Donc il faut dégager, d'accord? Pour pouvoir avoir des idées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que par exemple, quand on a quelqu'un qui va s'enfermer dans une salle, au café, d'accord? Et je fais l'expérience avec mes clients, mais c'est magique en fait. J'ai pas été travailler toute la matinée, mais je reviens avec l'idée en or. À 14 heures, et à 14 heures, je reviens avec l'idée en or qui me résout un problème ou qui me développe quelque chose. Et à 15 heures, 15h30, j'ai réglé mon problème. Donc ça m'a pris 1h30. Parce que en tant que prof de gestion de temps, ce que j'explique à moi, à mes clients, c'est le but, c'est que vous allez travailler 2 heures par jour. Tout le reste, c'est du fun. Vous venez, vous tournez, vous discutez avec les clients, mais 2 heures de création, 2 heures de recherche de solutions. Mais pour avoir ces 2 heures de feu d'artifice, ben, il faut régler. Et donc, là, je vous dis l'étape numéro 1, dont personne ne parle, c'est la vie privée. Et je l'explique, c'est que la vie privée et la vie professionnelle, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde essaye de les concilier comme ça, alors que pas du tout. Ça, c'est la vie privée, d'accord? Et si on a une vie privée solide, stable, ça veut dire quoi stable? Ça veut pas dire que vous êtes marié avec la même femme depuis 20 ans, que vous êtes... Non, c'est pas ça que ça veut dire. Vous pouvez divorcer 10 fois, mais juste que c'est clair dans votre tête. Juste que les relations soient mises au point. Et donc, une fois qu'on a quelque chose d'assez calme, d'assez stable, d'accord? Même si c'est en instance, alors là, on peut déposer son business dessus, d'accord? Et là, déjà, ben, on a un cesse, comme on dit, on a des fondations qui peuvent nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et de ne pas tomber dans les 3 pièges que j'ai cités tout à l'heure, peur de manquer d'argent, le stress, l'envie absolue de vendre et être pressé. Donc la vie privée. Très bien. Alors, par rapport à ça, si on veut aller, on va dire, plus loin, et être en plus vraiment parler du terrain, parce que, alors, Nti, normalement, là, quand même, tu as 30 ans d'expérience en entrepreneuriat, tu as aussi 15 ans en conseil, etc. Tu étais au Maroc aussi, tu as travaillé au Maroc, tu es installé en Belgique maintenant. Bon, alors, le Maghreb, là, on essaye de dynamiser l'entrepreneuriat. D'accord? Alors, donc on compte dessus. Parce qu'on n'a plus le choix. L'entrepreneuriat n'est plus un choix. Parce que quand le marché est saturé, tu as de plus en plus de lauréats, tu as en plus des gens. Bon, il faut ouvrir cette initiative, on va dire, d'entreprendre parce que c'est une solution de progrès économique, aussi social, etc. Mais ces entrepreneurs-là, alors comment tu as vu, selon ton expérience, qu'est-ce qui bloquait? Est-ce qu'il y avait des blocages déjà? Comment tu les trouves dans leur psychologiquement parlant? Est-ce qu'il y a des choses qui les bloquent? Qu'est-ce que tu as remarqué exactement? Alors, alors 15 ans d'expérience au Maroc, ils m'ont montré une chose. Déjà, il y a une chance, on va parler d'abord du côté positif, une chance que l'entrepreneur marocain ou africain a, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas d'autre espoir que d'entreprendre pour s'en sortir. Je m'explique. Le malheur de l'Europe, le malheur de la Belgique, d'où je viens, le malheur de la France, c'est qu'il y a tellement d'aide, tellement d'assistanat, que les gens n'ont pas suffisamment envie d'y arriver. Donc ici au Maroc, celui qui réussit, c'est celui qui a compris ou qui a arrêté d'attendre de l'aide. Celui-là qui se dit maintenant, comme on dit, je chamarre mes manches et j'y vais. Il y a les moyens. Oui, il y a les moyens. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie parce que mon but c'est d'expliquer à Ouled Cheb que arrêter avec les excuses de si j'avais un capital j'aurais réussi. Parce que je peux vous montrer le nombre de personnes qui ont hérité d'entreprises et qui se sont cassées la figure.
le nombre de gens qui héritent d'un hôtel ou d'une chaîne de magasins et qui font faillite dans les 5 ans. Donc ça prouve bien, les héritiers d'empire sont la preuve que l'état mental, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand j'hérite de 10 hôtels, tout est prêt. Et pourquoi est-ce qu'au final je fais faillite? Parce qu'au final, la différence, c'était l'état mental. Donc l'entrepreneur africain ou marocain, il a de la chance. Pour ceux qui y arrivent, ils y sont arrivés parce que moi, je sais que dans mon pays, j'ai pas d'aide. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. D'accord? La deuxième chose, dans le monde entier, si vous regardez les success stories, 100%, allez, 99, comme ça je reste crédible, 99% des gens qui réussissent, c'est des gens qui avaient, on va dire en français, la niaque, mais en fait, qu'un film joueur. Ça veut dire quoi, joueur? Ça veut dire que c'est mon dernier espoir. C'est-à-dire que au niveau des neurosciences, notre vie, notre cerveau, il crée des choses dans 2 états. D'accord? Soit on est dans un état de désir intense, c'est-à-dire mon rêve, c'est de vendre ça. Mais depuis que je suis petite, je rêve. Et donc, depuis 20 ans, 30 ans, je nourris ce rêve, alors je vais y arriver. Ou bien l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est ça qui fait aujourd'hui la différence chez toutes les personnes qui y arrivent. Ce n'est pas quand l'entrepreneuriat était une question de fchouche, c'est quand l'entrepreneuriat était une question de survie. D'accord? Et en fait, cet instinct de survie, eh bien, en fait, il vous rend un leader. Parce que vous n'avez plus pitié de rien ni de personne, mais vous devenez le leader que vous avez besoin d'être pour pouvoir attirer les choses à vous et enfin vendre, quoi. Pardon, Soraya, sur ce point, je veux pas t'interrompre, mais sur ce point, alors qu'est-ce qu'il faut exactement pour être la psychologie des entrepreneurs? Faut crever de faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Est-ce qu'ils doivent avoir un coach ou la non, Eh ben écoutez, moi je suis en train de préparer, je suis en train de... Accompagner ou pas? Pardon? Est-ce qu'il faut qu'ils se fassent accompagner pour qu'on parle aussi du côté des coachs, etc. Alors pas coach. De transformer ou pas? Alors je vais pas dire coach parce que comme on me traite un petit peu de coach, de consultante, on va dire que on va croire que je vends ma cam. Les Américains, comment ils y arrivent? D'accord? Les Américains, ils y arrivent en trouvant un mentor. D'accord? Un mentor, c'est quoi? Je vais expliquer ma définition. C'est une personne qui a réussi dans le business, qui a de l'expérience suffisante et qui devient un petit peu votre lampe. C'est-à-dire, à chaque fois que... ça veut dire, chaque fois que moi j'ai ouvert une boulangerie à 10 ans, ben je peux vous devenir votre mentor parce que je vais vous expliquer étape par étape. Fais ceci, ne fais pas cela, commence par ça. Et ça se fait dans la réalité. C'est pas du coaching avec un programme que vous payez, qu'on emballe en une semaine. Ça marche pas. D'accord? Par contre, du conseil dans la réalité. D'accord? Le mentoring. Maintenant, la réalité du marché marocain, comme pour moi, en tant qu'enfant d'immigrés en Europe, c'est qu'on n'avait pas des personnes dans notre entourage, pour l'être chef, qui avaient réussi dans notre famille avant nous. C'est-à-dire que je n'ai pas d'universitaire dans ma famille, j'ai pas d'entrepreneur, je n'ai pas de chef d'entreprise, j'ai pas de success story. Donc la question pour le chef, c'est où est-ce que je vais trouver ce mentor? Je suis la première à avoir fini l'école, la première à faire l'université et la première à vouloir monter un business. Et un business plan, dans mon entourage, aux alentours de 400 km, il n'y a personne qui sait c'est quoi, par exemple. Donc, ce mentor, il faut que j'aille le chercher. Donc, la solution la moins chère aujourd'hui et la plus efficace, ce serait qu'un jeune commence à chercher sur Facebook, sur LinkedIn, quelqu'un qui peut l'inspirer et lui proposer ses services gratuits, j'ai envie de dire voilà ce que je peux vous aider dans quelque chose en échange de vos conseils. Maintenant, passons à la réalité. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui aime être un mentor, qui aime partager ses conseils, parce qu'après, il y a aussi les conditions d'un bon mentor. Donc, cette personne, où est-ce que je vais la trouver? Eh ben, il faut mettre la main à la poche, prendre un chef d'entreprise, qui peut être un consultant, un coach ou pas, et lui dire, voilà monsieur, moi je veux vous payer autant, est-ce que vous pouvez me former pendant 1 à 3 mois et m'expliquer les B à bas de l'entrepreneuriat, puisque vous avez passé 20 ans, et que vous vous êtes cassé la figure bien comme il faut. D'accord? Nous, dans notre cas, je parle pour moi, j'ai pas pris de coach il y a 20 ans. Ça m'aurait coûté, je sais pas moi, 30 000 dirhams, 40 000 dirhams ou 100 000 dirhams. Je l'aurais jamais fait, bien sûr, parce que j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je deviens un petit peu spécialiste? C'est que j'ai dépensé des millions de dirhams en échec. D'accord? Et comme me dit un ami, chaque million de dirhams, c'est un MBA. Je dis, on a récolté 4, 5 MBA, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en sort. Parce qu'en fait, on a perdu beaucoup d'argent
dans les mauvaises associations, les mauvais choix, et voilà. Donc, s'il y a un jeune qui a ce courage de dire aujourd'hui j'investis un petit montant pour me faire accompagner, bah, il va économiser 20 ans et 200 millions de dirhams au moins, quoi. C'est ce que ça nous a coûté à tous, je pense. Ouais, ça me rappelle la pensée qu'on dit, le jeune il court plus vite, mais le vieux il connaît les chemins. Exactement, bah, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la première phrase que moi j'explique aux gens, c'est que je leur dis, il y a 5 ans, je travaillais 15 heures par jour, j'avais mal à la gorge parce que je parlais toute la journée, j'avais pas assez de résultats par rapport à ce que je donnais, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque? Pourtant, je donne tout. Je donne tout ce que je peux, mais il y avait ces pièges dont je vous expliquais. La peur de manquer d'argent, pressé de vendre, être en colère quand quelqu'un pose trop de questions. C'est bon, achète mon produit, il me casse pas la tête. J'ai des charges à payer, mais ça se ressent. Et aujourd'hui, bah, avec tout ce travail, bah, on est sur un travail de 2 heures par jour, d'accord? Et on a des résultats de 80% de résultats par rapport à l'effort qu'on fait. Donc c'est une réalité. J'en parle beaucoup sur mes Instagram. Je me permets d'en parler, pas parce que je l'ai lu dans un livre, parce que je l'ai pratiqué, je l'ai appris, et aujourd'hui, je le vis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est des pères de famille, des mères de famille, et l'équation, la question c'était comment être une bonne entrepreneuse en 2 à 3 heures par jour d'absence de la maison. Pas plus. Je ne peux pas me permettre 15 heures. Il y a des enfants, il faut rentrer, le week-end, il faut être présent. Donc, c'est possible. Et puis, on trouve plein de bouquins. Et puis, j'ai trouvé plein d'Américains qui m'ont accompagné, ou en tout cas qui m'ont orienté. Et là, on trouve la journée de 2 heures, la semaine de 4 heures. On se dit, mais en fait, c'est tout à fait faisable. D'accord? Mais ça ne pourra être possible rapidement que si vous vous faites accompagner par quelqu'un. Pourquoi? Parce que on vous donne des astuces, évidemment. Il faut avoir le courage, en tant qu'entrepreneur, de payer un expert pour avoir rapidement une expertise. Ça veut dire que si moi, demain, je veux rapidement comprendre ce que c'est que la comptabilité, alors que je déteste les chiffres, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je n'irai pas sur Internet essayer de me former toute seule. C'est fini. Je vais mettre un budget de côté, je vais apporter un fiscaliste, je vais dire, est-ce que tu peux me faire 3 heures de formation? Je veux juste comprendre. Et c'est une affaire classée. Et c'est comme ça que l'entrepreneur doit penser. Il doit penser par bloc. J'ai ce bloc, je le paye et je le retire. Ne fût-ce que comprendre, même si ça ne va pas être une expertise. Mais à un certain âge, une fois qu'on a dépassé de 19 à 25 ans, perdez-vous sur Google, perdez-vous sur le net. Mais après, il faut se dire, ok, budget par budget, et j'apprends, je me fais former et j'avance. Ça c'est vrai, si on veut pas être fatigué. Très bien. Alors ça me fait penser aussi, alors du moment que aussi tu as vu le marché du marocain, tu as vu le marché marocain, et aussi l'éducation, c'est un éducatif. Et finalement, on a maintenant, à travers le mentoring, etc., on a une culture, une culture entrepreneuriale, il faut le dire. Par exemple, le cursus universitaire, il n'y avait pas on était vraiment destiné au salariat, on était aussi destiné à l'exécution. Maintenant, du moment que l'entrepreneuriat en général n'est plus un choix, et comment tu as vu que les choses se sont améliorées? Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, il y a plus de jeunes qui entreprennent, et en relation aussi avec, parce que quand on parle de success story, nous avons besoin, nous voulons aussi que ces jeunes réussissent. Nous avons besoin d'un modèle de réussite d'entreprise purement marocaine, gérée par un Marocain, etc., un Africain, peu importe, un jeune qui réussit. Donc pour réussir, être compétitif, automatiquement il faut vendre. Donc tout ce processus-là, avec les données, comment tu vois les choses? Comment tu alors moi j'ai fait une analyse pendant plusieurs années et je me suis amusée à récolter les points communs des gens qui ont réussi. Et quand je dis des gens qui ont réussi, je ne parle pas des grosses multinationales américaines. Je parle du monsieur normal que je trouve sur LinkedIn mais qui a bien réussi. Je parle de mon ancien voisin peut-être qui a bien réussi. Et quand je regarde ces gens, d'ailleurs c'est la première chose que j'explique, c'est que 100%, et là je ne dis pas 99, 100% des gens qui avancent de façon régulière et qui ne sont pas bloqués et qui finissent en success story ont 2 choses. 100% dans le monde entier. C'est-à-dire vous pouvez être analphabète, vous pouvez être illettré, vous pouvez être incompétent, vous pouvez être bête comme une pomme. Si vous avez ces 2 choses-là, d'accord, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'incompétents qui réussissent, comme ça je vous soulage. Ils ont ces 2 choses-là, ils l'ont compris.
La première chose, c'était le mentor. Tous les gens qui ont réussi avaient un mentor. Tous. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il faut faire, à quel moment. Il ne perd plus de temps à chercher. Vous imaginez le temps qu'il gagne. Donc, allô, j'ai eu ce problème, je fais quoi? Il raccroche. Allô, je suis face à cette situation, je fais quoi? C'est du consulting à la carte. Donc là, on gagne des années. Et la deuxième chose qui fait que quelqu'un réussit et qu'il a confiance en lui, automatiquement scientifique, preuve scientifique à l'appui, c'est un réseau. Un réseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 4-5 personnes professionnelles, on va dire, ou en tout cas sages, d'accord, qui vous encouragent et qui vous soutiennent. Et le fait d'être entouré de ces personnes-là, ça c'est par effet neurone miroir, c'est au niveau des neurosciences, on a confiance en nous automatiquement. Pourquoi? Parce que le regard que vous avez sur moi, d'accord, que vous avez confiance en moi plus que ce que j'ai confiance en moi, finit par se refléter sur moi. Et donc je me dis, bah, s'ils pensent que je suis capable de faire ça, allez, je vais essayer. Et donc la peur, elle s'affronte beaucoup plus vite grâce aux gens qu'on a autour de nous. Donc le conseil que moi je peux donner aujourd'hui à un jeune, c'est un mentor et un réseau. Il faut les chercher. Il y en a des gratuits, je dis pas qu'il y en a pas, mais moi j'ai décidé de faire le métier aujourd'hui que je fais parce que je savais qu'en Belgique, à un moment donné, il fallait arrêter de se mentir. On n'a pas de personne de notre communauté qui peut nous mentorer. Donc soit je proposais le service payant en disant aux gens, voilà, ça existe. Maintenant, je vous explique comment le faire gratuitement. Mais en tout cas, il existe pour celui qui veut plus perdre de temps. Parce que nous, on n'avait pas d'autre solution. Du tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous, en Europe, il y a une chose qui fait encore la différence avec un bon mentor pour nous, c'est la culture. Je ne peux pas avoir un mentor à 100% qui est un homme européen. Plein de choses qu'il ne comprend pas chez moi. Je ne peux pas avoir un mentor, une femme française ou belge. Moi, quand je mentor des Africaines ou des Marocaines, je lui dis, je sais ma chérie que ce week-end, tu as eu un décès, un mariage, un baptême. Mais ça rentre dans le mentoring pour un entrepreneur. C'est ça, c'est la réalité du terrain. D'accord? Le mari marocain ou africain, c'est pas le mari sans faire de racisme. Mais ce sont encore une fois, toute cette partie culturelle dont il faut tenir compte. Et dont personne ne parle en fait. Effectivement. D'accord? Alors, on peut parler... Pardon, tu veux... Non, et alors je voulais dire aussi, il y a une statistique américaine qui dit que 80% des entrepreneurs, je ne sais plus si c'était que les femmes, mais en tout cas 80% des entrepreneurs qui ne réussissaient pas, la première cause, c'était le conjoint. C'est aussi pour ça. Bah oui, mais pourquoi? Parce que la personne que vous voyez tous les jours ne vous encourage pas ou ne vous soutient pas dans votre projet. Vous avez beau avoir la force de Hulk, d'accord? À un moment donné, ça vous impacte. Pardon? S'il y a des personnes négatives aussi, parce qu'on a besoin beaucoup d'énergie positive quand oui. on entreprend, quand on est aussi vendeur. C'est pour ça, pour faire la corrélation avec notre sujet, parce qu'on s'intéresse aux vendeurs de prêt. Tout à fait, alors, le principe, c'était quoi? C'était, comme m'a dit Abraham Lincoln, je pense que celui qui a une idée, parce que finalement, l'entrepreneur, celui qui moule le projet, c'est le premier vendeur. S'il n'arrive pas à vendre, Abraham Lincoln, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui a une idée et qui ne peut pas la vendre, n'est pas meilleur que celui qui n'en a pas. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, un entrepreneur, il doit avoir les capacités, la compétence nécessaire pour vendre son produit lui-même. Oui, par la suite, on peut s'entourer, former son équipe, etc. Et maintenant aussi, quand on forme l'équipe, on a notre équipe commerciale, il est bien organisé, etc. Ouais. Ces commerciaux, ils ont des objectifs. Donc, en tant que manager, comment je dois, parce que, comme on a dit que c'était un poste un peu, on va dire, un profil un peu complexe. Et entre parenthèses, Madame Soraya, on trouve de moins en moins de profils commerciaux. Vu que... Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Non, parce que ça demande des compétences aussi côté humain, côté une certaine personnalité, une certaine culture, une certaine attitude, une certaine une motivation, un enthousiasme, etc. Donc, dans le rapport avec l'équipe et leur manager, parce que ces gens-là, ils ont besoin de motivation pour atteindre leur objectif, etc. Donc, dans tout ça, ces profils-là, comment? Alors, l'entrepreneur et aussi l'équipe commerciale, un vendeur, un simple vendeur, c'est des simples personnes qui accueillent dans une boutique. Alors, ce vendeur, comment il peut être psychologiquement fort? Meilleur. L'état mental dialogue. Alors, la première personne qui est responsable de l'état mental du vendeur, c'est le patron, c'est l'entrepreneur. Donc là, dans les neurosciences, on vous parle de neurones miroirs. Si un entrepreneur a pris le temps d'être passionné par son produit, il y croit comme
comme fer. C'est-à-dire qu'il le boit, il le mange, il l'utilise dans sa vie. Ça fait partie intégrante de sa vie privée, d'accord? Et qu'il en parle naturellement. Parce qu'en fait, finalement, les gens qui arrivent vraiment à vendre, ils ne vendent pas, ils donnent envie, ils partagent une passion d'un produit. Je peux vous parler du dernier yaourt que j'ai acheté. Je peux vous parler de la nouvelle crème que j'ai achetée. En fait, j'en parle tellement de façon convaincue que je vous ai donné envie de l'essayer. D'accord? Donc, quand l'entrepreneur n'a pas pris le temps, encore une fois, on revient sur ça. Quand l'entrepreneur n'a pas pris le temps de transmettre sa passion, d'accord? Il ne doit pas s'étonner que l'autre, qui est commercial, qui a un salaire, ne peut pas être waouh sur le produit, il ne comprend pas. Pareil, je vais vous donner un exemple. Si demain, vous, Monsieur Mohamed, vous me dites, Madame Soraya, j'aimerais que vous m'aidiez à vendre, je ne sais pas, cette glace. Une glace, on va dire, par exemple. J'aimerais que vous m'aidiez à la vendre. Mais je vais vous dire, la première chose, je vais la goûter, ça c'est sûr. Ok? Vous allez m'expliquer tous les produits qu'il y a dedans. Ça reste une connaissance. Et puis, je vais vous dire, Monsieur Mohamed, moi, j'ai besoin de m'asseoir à côté de vous pendant 1 heure tous les jours. J'ai besoin que vous me parliez de cette glace. J'ai besoin que vous me racontiez cette histoire. J'ai besoin que vous me dites comment vous l'avez découvert. J'ai besoin de connaître l'historique. En fait, vous devez me transmettre quelque chose, un message, une histoire, quelque chose d'émotionnel. Et si vous me racontez votre histoire avec votre grand-père, votre grand-mère, ou tout ce que vous avez perdu comme argent par rapport à cette glace, bah déjà, je vois la glace autrement. Et plus vous allez me raconter d'histoires sur cette glace, et plus j'aurai des choses à raconter aux gens. Je dirais, mais cette glace, mais le mec, il a vraiment trimé, il a eu ça, puis il a eu ça. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre celui qui arrive à donner envie de vendre et celui qui dit, bon, prenez ce produit, moi, j'en sais rien. En fait, il y a cette histoire de donner envie à l'autre, d'accord? Mais l'entrepreneur doit assumer. Je m'excuse, mais il y en a très peu qui investissent dans cette période de préparation, cette période de qui 12 le bilia. Il faut prendre le temps de droguer vos commerciaux. D'accord? Est-ce que cette glace, est-ce que quand on s'assied à la pause déj, est-ce qu'on la mange? Est-ce que si vous m'emmenez quelque part voir un client, est-ce que vous la mangez? Mais c'est ça que je veux observer. Ou bien je veux dire en fait, non, il la vend pour la vendre. Vous comprenez un petit peu? Pardon, Soraya, bon, je t'interromps pas, mais c'est juste. Non, mais c'est. Allez-y, allez-y. Alors, ça me rappelle une anecdote qui m'est arrivée en formation d'ailleurs pour un groupe. D'accord. Moi, une thème, elle est commerciaux, etc. Elle dit, je suis en train aussi de leur expliquer la partie de conviction, etc. Il faut transmettre cette conviction parce que si on n'est pas convaincu du produit, comment on pourrait convaincre quelqu'un d'autre de l'acheter? Et finalement, c'est des produits consommables. Tout à fait, mais c'est le patron premier qui doit passer cette conviction. Dont je formais l'équipe commerciale et dans la consommation, la grande consommation. Alors j'ai posé la question simple. Est-ce que vous achetez des produits? Vous achetez comme les produits que vous vendez chez vous? Par exemple, est-ce que vous les achetez, ceux que vous vendez? Oui, c'est la première chose. Alors, puisque ça se 10%, elle dit non. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est cher. C'est impossible. Mais si vous avez tout le monde, vous n'êtes pas. Mais parce que, alors, quand ils nous lisent l'objection, à chaque fois, bon, ils racontent leur histoire avec les clients qui veulent pas nasser comme chez une dôme, qui veulent comme rallier, etc. Parce que c'est sa conviction aussi à lui. On a l'objection. Si vous trouvez que vos produits sont chers, comment vous pouvez convaincre quelqu'un d'autre qui ne le sont pas? Mais eux ne font aussi que répéter peut-être aussi le comportement de l'entrepreneur ou du patron. D'accord? Moi, j'ai eu une fois un chef d'entreprise à Casablanca d'ailleurs qui avait une très grosse entreprise et qui m'a dit j'adore votre façon de former, d'expliquer et tout, et je suis d'accord avec votre vision. Est-ce que vous pouvez venir former mon équipe? Ils étaient, je sais pas, moi 30 ou 40 ou quoi. Donc moi, j'étais super content. Je me dis waouh, quelqu'un qui adhère à ce que j'explique. Et donc, on est parti sur convertir, parce que c'est un petit peu une passion, c'est comme une religion. Il faut convertir les gens. Une fois qu'ils rentrent dans cette nouvelle religion, dans cette passion, il n'y a personne qui va les faire sortir. Et donc, il me dit, voilà, moi, on s'arrange, on fait un contrat pour me former ces 40 personnes. Tout est OK. Et puis, je lui dis, OK, mais donc la première partie, on va commencer par vous. Donc, on va se donner déjà la première période, ça va être vous. Donc, il faut que je vous explique à vous tout ça, que je vous le diffuse pendant une semaine, 15 jours, un mois. Et une fois que vous aurez pris tout ce que je vous ai donné, on est déjà deux. On est déjà deux convaincus et à deux, on pourra diffuser tout ça aux autres. Et il m'a dit, ah non, moi je veux pas de formation, moi je veux pas essayer de comprendre comment on diffuse sa passion. Vous allez expliquer à mon personnel comment diffuser une passion. J'ai dit, mais scientifiquement parlant, on parle de science, hein, je parle pas de ma politique de vente.
C'est très important. Je ne parle pas de mon choix. Je ne parle pas de mes caprices. On parle de science. D'accord? La conviction, c'est comme de l'électricité. Je vous la passe et vous la passez à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas la passer à votre personnel si vous êtes un fusible qui a sauté, qui a brûlé. Et donc, lui, je suis désolée, mais scientifiquement parlant, ça ne marchera jamais. Je ne pourrai pas leur faire passer une passion dont le disjoncteur, ou je sais pas comment on va dire, la lampe commune entre eux et moi n'est pas convaincue. Donc finalement, j'ai pas signé avec ce client parce que ça ne donnera jamais de résultat. Et je pense que c'est ce qui explique la plupart des consultings de coaching pour les commerciaux qui donnent pas de résultats. Parce qu'on va former des commerciaux alors que l'entrepreneur, il a 10 000 lieux et qui s'en fout de son produit, il veut juste qu'ils se vendent. Très bien. Alors, dans ce cas, d'ailleurs, on va rebondir. Je dis bonsoir, c'est Nafé. Bonsoir, C'est là. mes amis. Bonsoir à tous les Sabrine. Alors je voudrais qu'on réagisse ensemble, si vous voulez aussi poser des questions à Soraya. Comme ça, on discute ensemble. Si ça ne te dérange pas, Soraya, tu préfères comme ça ou là, tu préfères qu'on... Non, non, je préfère avoir des questions, c'est beaucoup plus vivant. Blex. Très bien. Ouais, tu as les monologues, tu sais très bien que toi, tu es plein d'énergie. Non, je me charge en énergie, ça vient pas tout seul l'énergie. Non, mais j'ai bien... Non, mais ça se prépare encore une fois. Donc, un live... Non. Oui, mais même encore une fois, un live, il faut donner de l'importance à chaque chose. Je sais que j'ai un live, ben je suis rentrée 3 heures à l'avance aujourd'hui pour prendre le temps de dîner à mon aise, de me préparer à mon aise, de ne pas stresser. Donc, c'est ça en fait que la personne doit d'accord? C'est-à-dire, le fait d'assumer de faire ce live, c'était pas d'être chez moi un quart d'heure avant. Non, c'est 3 heures avant. Je suis rentrée 3 heures avant pour préparer le terrain. D'accord? Et c'est ça que les gens doivent comprendre quand ils veulent partager quelque chose. Voilà. Tu es professionnel, j'en doute pas. On essaye, on fait ce qu'on peut. Pour faire réagir un peu nos amis Sinafé ou Sabrine, alors on dit, on veut réagir sur ça. Posez vos questions, hein, ceux qui veulent, en privé, sur Instagram. Il n'y a jamais de mauvais produits, il y a de mauvais vendeurs. Exactement. Tu veux commencer Soraya, après peut-être M. Nafé et Sabrine peuvent réagir. Ouais, il n'y a pas de mauvais produits. Ben moi, je vais vous dire une chose simple. Il n'y a pas de mauvais produits avec des mauvais vendeurs. Moi, j'ai envie de vous demander nos arrière-arrière-grands-pères qui vendaient des choses dans le souk. Et il y en a qui sont devenus milliardaires. Moi, j'ai envie de vous dire comment ils sont arrivés, ceux-là. Ce monsieur illettré analphabète qui a réussi dans le tissu, dans le jus ou dans les clous. Comment il a fait, ce monsieur, pour réussir? Parce que quand la demande... Non. Alors là, je vous...